Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Carrefour. Et merci de rester fidèle à nos rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie rénale ou néphropathie. C'est une maladie d'évolution progressive, longtemps silencieuse, allant jusqu'à l'altération totale de la fonction rénale. C'est alors qu'on parle de l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale touche de plus en plus de personnes parce qu'il y a peu de symptômes. Elle est le plus souvent diagnostiquée à un stade tardif, un stade terminal, nécessitant un traitement de suppléance par dialyse ou une transplantation rénale. Pour bien comprendre en quoi consiste cette technique, nous allons, au cours de cette émission, découvrir comment fonctionne le rein. Le rein est un organe vital, essentiel. Comment faire pour le préserver? Oui. Alors, moi, je pense que Dr Assambo a tout dit, hein, puisque toutes les maladies peuvent retentir sur le rein. Pour le grand public, si je dois ajouter un élément, c'est dire que l'hypertension et le diabète, hein, rien que ces deux maladies-là représentent à elles seules 40% des causes d'insuffisance rénale chronique terminale, hein, qui aboutissent à la dialyse. Donc déjà, un dépistage de l'hypertension, dépistage de diabète, hein, peut déjà nous permettre d'éviter la maladie rénale avancée. On dépiste à temps, on traite, hein, de manière correcte. Ce sont des maladies chroniques non transmissibles qui ont un traitement chronique, c'est-à-dire régulier, tous les jours et à vie. Si on peut déjà faire ça, on va réduire déjà de moitié l'incidence et la prévalence de la maladie rénale avancée. Ces deux pathologies-là. Si on ajoute encore l'automédication, elle a dit aussi, si on évite l'automédication, hein, on évite que quand on a mal à la tête, on a mal au dos, et qu'on aille soi-même à la pharmacie ou chez le vendeur de médicaments d'à côté pour aller acheter des anti-inflammatoires. Et si on évite déjà de faire comme ça, chaque fois qu'on a mal, on doit aller voir le médecin pour que ce soit lui et seulement lui qui puisse prescrire, je pense que on aura déjà reculé significativement la maladie rénale avancée. Les anti-inflammatoires deviennent de plus en plus importants comme cause de maladie rénale avancée chez nous. Hein, elle l'a dit, c'est vraiment un problème parce qu'il y a une automédication importante. Il y a également des tisanes, la prise de tisane. Nous prenons beaucoup de tisanes tout venant. Et beaucoup de ces tisanes-là peuvent également avoir des effets toxiques sur le rein. Donc nous devons quand même faire attention. Je ne suis pas contre toutes les tisanes, je ne suis pas contre la médecine naturelle, mais il faut vraiment faire attention et être sûr de celui qui vous prescrit ça. Hein, je suis rassuré que c'est vraiment un tradithérapeute qualifié. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent tradithérapeutes, mais qui ne sont pas qualifiés. Hein, qui peuvent vous prescrire des tisanes et qui sont très très toxiques pour le rein et puis à des quantités dangereuses, hein, pour l'organisme. Donc rien que ces 4 éléments-là, si on peut éviter ça, s'il y a un 5e, j'ajouterais par exemple la déshydratation. On doit éviter d'être déshydraté. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Même quand on n'a pas soif. Oui, mais la quantité, c'est bien déterminé. Dans la journée, nous avons bien besoin de 1 litre à 2 litres d'eau dans la journée. Donc, lutter contre la déshydratation. Même quand on n'a pas soif, on doit boire de l'eau. Non, mais attendez, il faut quand même l'organisme est fait de sorte que c'est vrai. Par exemple, nous tous, on travaille, c'est bien beau pendant qu'on... Et nous n'en prenons pas. Oui, Patrice, bien sûr, on peut peut-être. 60% de votre corps est constitué d'eau. Oui, c'est que de l'eau. Donc ça veut dire qu'il faut inciter les gens à boire de l'eau régulièrement. Il y a la quantité déterminée. On a 1 litre à 1 litre, 5 ou 2 litres d'eau. 2,5 litres par jour, c'est bien. Et c'est bien rythmé par le corps, hein, quand il en a besoin. Quand je vais sortir d'ici, je veux boire. Mais moi, je travaille régulièrement. Moi, je suis tel que pendant cette saison sèche, on n'a pas eu beaucoup soif.
Et c'est ça qui va fabriquer, la conséquence, c'est la fabrication, la constitution de calculs, puisqu'il n'y a pas assez d'eau et l'eau, les urines qui vont se former sont concentrées et dans cette concentration, les éléments aussi, et ça va faire des calculs. Donc il faut boire beaucoup d'eau. Ah oui, il faut boire bien sa quantité pour bien éliminer, se débarrasser, puisque je vous ai dit que c'est un véhicule. Question d'un internaute, docteur Assambo. À quoi sont dus les calculs rénaux et quelles en sont les conséquences? Je vous avais dit tout à l'heure que toutes les substances qui se trouvent dans le corps et quand ils sont en trop, sont rejetés à l'extérieur par émission, donc émission d'urine. Et les calculs dans notre organisme, je vous ai dit qu'on pouvait avoir du calcium, de l'acide urique, des citrates. Et le calcium et tout, c'est comme du sang. Et donc, par rapport à sa concentration au niveau des urines, pour une raison ou une autre, en cas d'infection, ils vont se concrétiser, donc de former comme une boule, une concrétion. On va dire c'est un calcul ou une pierre ou cet élément qui ne devait pas se trouver là au niveau du rein, mais que le rein est obligé d'excréter, va donc obstruer les voies urinaires. Hein, depuis le parenchyme jusqu'à l'urétère, du fait de sa teneur, de sa grosseur, hein, de sa concrétion. On peut avoir plusieurs types de calculs, mais ce sont des éléments qui existent dans notre organisme, comme je vous ai dit, un calcul calcique, calcul urique, hein, de fait d'acide urique, ou cystique, où ce sont donc des éléments contenus dans l'organisme qui vont se solidifier et devenir donc comme des pierres. Mais les voies urinaires trop fines vont donc être obstruées par cet élément trop gros par rapport à son diamètre. Et c'est la maladie rénale qui peut faire mal. Hein, justement, quand on a parlé des maladies du rein qui ne font pas mal, qui évoluent à bas bruit, c'est parce que le rein n'est pas innervé. Le rein ne reçoit que des petits filets, des terminaisons des nerfs. Le rein n'a pas de nerfs du tout, ce qui fait que ces maladies ne font pas mal. Et le calcul va faire mal parce qu'il va avoir étirement des voies urinaires et c'est cet étirement qui fait que, par exemple, au niveau des urétères, qui fait que ça va faire mal. Malheureusement, c'est une disposition qu'on peut dire physiologique, mais qui devient un peu gênante puisque si ça pouvait faire mal, dès le début, on pouvait peut-être déterminer une maladie du rein. Mais du fait que les reins ne sont pas énervés, et ces maladies vont donc évoluer doucement jusqu'à ce qu'au moment où on se rend compte, il est déjà trop tard. Et comme vous avez dit tout à l'heure, quand le malade arrive, j'ai mal au dos, j'ai mal au rein, la première des choses pour le médecin, il va chercher soit le calcul et puis peut-être déterminer aussi si ce n'est pas un problème osseux et passer à la biologie pour éliminer la véritable maladie du rein, organe comme j'avais dit tout à l'heure. Une infection urinaire va aussi favoriser la formation de calculs qu'on appelle lithiase rénale. Hein, ce sont des petits sables qui peuvent être solubles dans les urines, mais qui, pour une raison ou une autre, vont se former, se regrouper, se concrétiser et devenir comme une pierre. La conséquence, comme vous avez dit, c'est d'obstruer les voies urinaires, puisque les voies urinaires, c'est pour écouler les urines qui vont donc excréter les déchets, et s'ils sont obstrués par le calcul, fort heureusement, en cas de calcul, on peut peut-être agir vite. Mais si on arrive à la destruction du rein
par le biais des calculs, c'est en prenant le cas de nos parents peut-être dans les villages où ils ne savent pas quoi, ça fait mal, on va aller faire des incisions, des scarifications pour mettre, alors que c'est un calcul qui est en train de se former et qui, prenant de la place, peut donc boucher les voies urinaires et les détruire complètement. On peut aboutir donc à un rein muet puisque le rein n'excrète plus. Et la conséquence, c'est tomber encore dans l'insuffisance rénale. Ça, c'est l'insuffisance rénale obstructive post-rénale, puisque ça va bloquer les voies urinaires. J'ai appris, comme ça par hasard, qu'il y a des gens qui naissent avec un seul rein. Vous le confirmez, docteur, ou oui, sur le plan, ça peut être des malformations, des malformations congénitales. Sur le plan congénital aussi, ou bien, par exemple, les deux reins fusionnés, ça va nous donner des reins à cheval, c'est-à-dire les deux reins n'ont pas eu le temps de se séparer. Vous savez, un enfant, c'est la moitié complète de son père et de sa mère. Donc, chaque élément est pratiquement en deux, si vous voulez. Et donc, des deux reins, il peut y avoir une malformation, il peut y avoir atrophie, c'est-à-dire il ne s'est pas bien développé, donc il est resté atrophique, si vous voulez, ou tout petit, et n'a pas pu être fonctionnel. Et si l'autre rein s'est bien développé, il peut être fonctionnel. Comme je vous ai dit qu'il y a deux reins, mais en cas d'absence de l'autre rein, si l'autre est fonctionnel, il fonctionne pratiquement à 90%, sauf une maladie greffée, récurrente sur le rein normal. Une personne peut vivre avec un seul rein. Quand on le découvre, il faut surveiller. Et il y a des bébés qui naissent insuffisants rénaux? Qui naissent peut-être avec un seul rein, comme vous avez dit, mais bébé, s'il arrive au cours de l'accouchement à souffrir, comme je vous ai dit, pendant l'accouchement, sitôt à la naissance, pour des cas graves, ou bien on coupe le cordon, n'a pas pu l'attacher, le bébé peut saigner énormément, et puis au moment où on vient le découvrir, il y a eu déjà une perte de sang, et il peut peut-être présenter une insuffisance rénale, ou en cas d'infection pendant l'accouchement, ou des maladies prénatales qui peuvent arriver sitôt après l'accouchement, en dehors des maladies congénitales. Le bébé peut naître avec une maladie congénitale et puis sitôt après peut-être développer une hypoplasie rénale, c'est-à-dire enfin, disons des petits reins, l'absence des reins, développer une insuffisance rénale comme vous dites. J'ai découvert tout à l'heure dans mes recherches, docteur, la néphropathie gravidique. C'est quoi ça? Oui, vous avez raison et je suis contente que vous me soulevez ce point. Et comme le terme le dit, gravidique, c'est-à-dire pour la femme enceinte. L'utérus gravide, c'est l'utérus qui contient donc un fœtus. Et la néphropathie gravidique, on peut dire que c'est une néphropathie particulière qui n'arrive que chez la femme et surtout la femme enceinte. Et on parle très souvent que c'est une maladie qui atteint la femme pendant sa première grossesse et surtout les femmes jeunes, les primipares jeunes, à partir de 25 ans ou en dessous de 25 ans. Et cela est lié certainement à beaucoup de mécanismes scientifiques que je ne peux pas vous expliquer ici, mais on pense à une adaptation peut-être à la morphologie jeune de l'utérus. Le propre de cette néphropathie, c'est qu'elle va arriver à une atteinte rénale et liée à cette atteinte rénale, une hypertension artérielle. Pour qu'elle soit
réellement néphropathie gravidique primipare, il faut que chez la parturiente, il n'y ait pas d'antécédent d'hypertension artérielle ni de maladie rénale préalable. Donc, c'est une maladie qui ne survient qu'au cours de la grossesse. S'il n'y a pas de surveillance à proprement parler, on arrive à l'éclampsie, qui est la complication de cette néphropathie. On peut dire que c'est une néphropathie vasculaire, puisqu'elle met en jeu l'adaptation du circuit vasculaire par rapport à la grossesse. Et quand vous savez que pendant la grossesse, comme disent nos mamans, que le corps travaille comme double, hein, et pour l'enfant et pour la maman, pour une raison ou une autre, si l'organisme n'a pas pu s'adapter à cette grossesse, c'est comme un système de rejet, si vous voulez. Médicalement, il arrive à un moment où le médecin doit prendre la décision de voir s'il faut sauver l'enfant ou la maman, ou l'enfant et la maman, et donc pouvoir interrompre la grossesse au moment où on sent que la vie de la femme peut être en danger. Mais actuellement, avec les mécanismes, les surveillances et tout, je crois que la mortalité par rapport à cette pathologie a diminué. Pas la maladie en elle-même, mais la prise en charge, la surveillance fait qu'on a diminué les mortalités par rapport à la maladie qui était la cause importante du décès, soit de la mère ou de l'enfant pendant la grossesse, hormis les autres causes. Et ça va donner ce que vous appelez, les femmes le connaissent mieux sous le terme d'albumine, hein, que j'ai fait de l'albumine, les jambes ont gonflé et tout. Et les jambes peuvent gonfler, on peut avoir des édèmes sans qu'il y ait une néphropathie. Mais en cas d'édème et tout, il faut une surveillance pour craindre donc le pire qui est cette néphropathie. Et cette néphropathie va s'exprimer donc par l'hypertension artérielle et par l'albumine, et en conséquence une encéphalopathie, hein, liée donc à tous ces éléments, et la femme va faire des crises pendant la grossesse qu'on appelle l'éclampsie. D'accord. Et on a compris maintenant l'importance du rein. Maintenant, comment faire pour le préserver? Le rein est précieux dans notre organisme. Comment faire pour le préserver? Je vous ai bien dit dès le début que toute maladie de l'organisme peut retentir sur le rein. Comme le rein aussi peut être la cause, hein, le rein est cause ou conséquence des maladies de l'organisme. En cas de rein malade, par exemple, comme vous, enfin, pour revenir un peu en arrière, l'eau ou le sang qui va rester en amont, c'est le cœur qui va en pâtir, c'est le cerveau qui va en pâtir. Donc, à terme, l'insuffisance rénale, qui n'était qu'un signe d'une maladie rénale, de l'atteinte rénale, devient une maladie à part entière puisqu'elle va atteindre les autres. L'insuffisance rénale va vous conduire soit à l'insuffisance cardiaque, va vous conduire soit à l'encéphalopathie, soit à des troubles digestifs, soit à des troubles nerveux. C'est d'ailleurs quand ces troubles-là commencent à apparaître qu'on va commencer qu'on peut décider la prise en charge du malade en dialyse. Mais en dehors de ça, la première des choses, c'est donc de prévenir ou de soigner, comme je vous ai dit, toute maladie de l'organisme. En cas d'infection, par exemple, il faut soigner l'infection. Une infection qui n'est pas soignée, ça va passer à une septicémie et obligatoirement, le rein, dans la défense de l'organisme, pour excréter les microbes et tout, obligatoirement, il va tomber malade. Donc, passer à l'insuffisance rénale par le biais de l'infection, par le biais par exemple, de calcul, comme vous avez dit, les maladies obstructives.
il y a peut-être certaines maladies qu'on ne peut pas faire autrement, les maladies congénitales, le malade est né avec et à la longue, il va en souffrir. Mais notre première prévention, c'est de bien soigner les maladies, toutes maladies quelconques de l'organisme. Les reins peuvent purifier jusqu'à combien de litres de sang par jour? C'est 180 litres par jour. 180 litres par jour, voyez-vous. Donc c'est du boulot, ça. Oui, le rein, en tout cas, le travail du rein, elle l'a dit, 20 à 25% du débit cardiaque passe par le rein. Le rein, c'est recevoir du sang et le filtrer. C'est son job. Il ne fait que ça. Le sang lui vient et il le filtre en permanence. Le sang revient et il le filtre en permanence. C'est ce qu'il fait. Il filtre jusqu'à 180. Au même rythme 120 à 180 litres par jour. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Voilà. C'est énorme. Ça veut dire que si les reins n'arrivent pas à filtrer cette quantité, ça pose problème au niveau de l'organisme. C'est grave. On va avoir une augmentation de la concentration de plusieurs toxines urémiques, c'est-à-dire les déchets dont on a parlé, des solutés dont on a parlé, qui ne sont pas forcément des éléments toxiques, mais qui, accumulés, deviennent toxiques. Et il doit arriver, s'il n'arrive pas, c'est qu'il est insuffisant. C'est son rôle, c'est sa fonction. Pour l'État congolais, dans le cas de la lutte contre les maladies non transmissibles, a élaboré un plan qui est un plan qui a été adopté 2013-2017, qui vise donc à renforcer la lutte contre les maladies non transmissibles. Quelles sont ces maladies? Il y a donc l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les affections respiratoires chroniques, les cancers, la drépanocytose, les maladies mentales, les maladies du système nerveux, les affections rénales, donc les insuffisance rénale, et les conséquences des accidents de voie publique. Tout cela, ça interfère dans ce qu'on appelle les maladies non transmissibles. Et dans ce plan, nous avons élaboré un sous-plan qui est un plan qui vise donc à prévenir les maladies cardiovasculaires. Et dans ces maladies, il y a bien sûr les maladies du cœur, il y a l'hypertension artérielle, encore une fois je répète, le diabète et surtout l'insuffisance rénale. Et c'est ainsi que l'État congolais s'est engagé, en tenant compte des coûts exorbitants, de construire à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Oyo, les travaux de génie civil sont complètement achevés, l'équipement est commandé. Oyo va disposer au niveau de son grand hôpital de près de 10 postes de dialyse et 2 postes en ambulatoire, ça fait au total 12. Au niveau de l'hôpital de CHU de Brazzaville, dans l'enceinte, il y a un centre qui est actuellement en construction, qui va disposer de près de 24 postes de dialyse. Et au niveau de l'hôpital Assissé, la construction a démarré et ça va disposer de près de 20 postes de dialyse. Il s'agit d'un ratio en postes au niveau du secteur public qui correspond au nombre de patients attendus. Parce que vous savez qu'en dehors de la dialyse aiguë, la dialyse chronique, c'est un patient qui vient de façon programmée 3 fois par semaine subir sa séance de dialyse. Ça peut durer 4 à 8 heures, la séance. Et quand on a fait donc l'échange en purifiant donc le sang de la personne à la place du rein, et la personne peut repartir chez elle, à vaquer normalement à ses occupations, et bien sûr, tous les 3 jours, revenir ou 2 jours, revenir pour avoir cette séance. C'est pour ça qu'on a décentralisé un poste pôle au nord du pays avec près de 12 postes de dialyse, à Brazzaville près de 24 postes de dialyse et à Pointe-Noire près de 20 postes de dialyse. Ceci se fera bien sûr en complément avec le secteur privé qui existe, puisqu'il s'agit d'installer par les opérateurs privés également des postes de dialyse en privé. Il faut savoir que l'hémodialyse, c'est un traitement qui est coûteux. C'est la raison pour laquelle l'État congolais, dont le ministère de la Santé et de la Population, pour réaliser ces travaux, il réalise bien sûr sous la coordination de la présidence de la République, avec la délégation générale aux grands travaux, et surtout, un opérateur a été choisi de la ville d'Orléans, qui a une expérience dans l'installation des postes de dialyse. Il s'agit de la société Néphrotech. Cette société avait été choisie par le gouvernement congolais pour aider à installer ces centres de dialyse. C'est la raison pour laquelle, au moment où je vous parle, ces centres sont en train d'être construits. Ceux de Brazzaville, les travaux de génie civil sont avancés. Ça a connu une lenteur pour le point de financement, mais ça a redémarré. Au niveau de Pointe-Noire, ça a démarré. Et à Oyo, les travaux de génie civil sont terminés, les équipements sont commandés, sont en cours d'installation. Parallèlement, cette société Néphrotech a eu donc à prendre en compte près de 10 cadres congolais qui ont été formés à Orléans, dans le cadre, bien sûr, la pose des fistules, parce que la dialyse, c'est un traitement qui se fait, il faut accéder à l'artère.
et cette artère, c'est souvent au niveau de l'avant-bras. Donc, on crée une fistule, une communication entre l'artère et la veine pour permettre à ce que, au lieu qu'on pique le patient tout le temps, quand le patient arrive, au niveau de l'aiguille qu'on prend, on pique seulement dans la fistule et c'est à partir de là, la machine est branchée pour que le patient soit dialysé. Il y a des gens qui ont été formés pour ça. Des infirmiers ont été également formés pour manipuler, bien sûr, les appareils de dialyse et l'entretien des cathéters de dialyse. Donc, je voulais dire encore sur ces centres de dialyse que l'État a pris un plan important qui permet d'assurer, parce que faire la dialyse, ce n'est pas un centre qu'on installe tel quel. Il faut beaucoup d'éléments en amont. Il faut, une bonne station d'épuration d'eau. Deuxièmement, une bâche à eau confortable. Un système qui permet à l'eau d'être pure pour ne pas contaminer et pour éliminer les déchets issus, bien sûr, des séances de dialyse. Il s'agit d'avoir un système d'électricité stable, parce que durant la dialyse, il ne faut pas qu'il y ait interruption d'électricité. Pour le malade à la dialyse, ça pose des problèmes. Donc, toutes ces garanties sont en train d'être mises en œuvre et que la dialyse, le centre de dialyse que nous avons décidé d'appeler des centres de traitement de l'insuffisance rénale, parce qu'on n'a pas voulu se bloquer dans le terme dialyse. Pourquoi? Pour la simple raison que ces centres doivent être des centres de traitement de l'insuffisance rénale. Ces centres doivent être des pôles pour assurer la promotion de la santé, la prévention et le traitement de l'insuffisance rénale. Ce n'est pas uniquement des pôles qui s'occupent de la dialyse telle qu'elle. C'est la raison pour laquelle c'est à partir de ces centres que seront développées les actions de prévention de l'insuffisance rénale pour permettre à ce que les malades congolais ne puissent pas tomber en insuffisance rénale, ou alors ceux qui tombent en problème rénal soient dépistés tôt et que les traitements appropriés soient donnés, ou alors lorsque le rein devient défaillant, qu'on puisse leur permettre, bien sûr, de subir ces séances de dialyse pour qu'ils mènent la vie. Mais en définitif, il faut retenir que la dialyse, ce n'est pas une fin en soi. C'est la raison pour laquelle, au niveau de ces centres de traitement de l'insuffisance rénale, nous comptons développer la transplantation rénale. Pourquoi? Parce qu'un patient, dès lors qu'il rentre en séance de dialyse chronique, il faut lui offrir une porte de sortie par la greffe de rein. Pourquoi? Parce qu'une fois, le patient peut avoir un donneur qui peut donner son, excusez-moi pour le répéter, donner son rein à son prochain. Le rein est pris et greffé au patient qui reçoit, pourvu que les gens soient compatibles sur le système des groupes sanguins et du système HLA. Et la greffe, si elle est faite, si elle est réussie, terminer la dialyse. Ça veut dire que le patient est sauvé et revient comme tout autre. Ceci doit être développé au moins 5 ans après la mise en route des centres de dialyse et des soins rénales que nous allons faire. Donc je peux vous dire que ces projets de dialyse sont vraiment en cours. La perspective, je crois que s'il n'y a pas de lenteur, avant 2016, le centre de dialyse de Brazzaville pouvait être mis en marche. Et si le centre de l'hôpital d'Oyo est intégré, en principe, si les autorités décident d'inaugurer l'hôpital d'ici avant fin 2015, mais le centre d'Oyo pourra déjà être fonctionnel, puisqu'il y a des cadres qui ont été envoyés pour formation pour ça. Il reste des petits aménagements techniques à faire sur le matériel qui va être installé et les infirmières à recruter pour qu'on puisse les former. Mais celui de Pointe-Noire, c'est l'horizon 2016. Si les travaux sont conformes, avant fin 2016, en principe, celui de Brazzaville, avant début 2016, ça devait démarrer. On peut dire que fin 2016 au plus tard pour celui de Pointe-Noire et peut-être avant fin 2015 pour celui d'Oyo. Donc, ça pourra donc, dans certaines mesures, essayer d'aider les patients. Il y a un volet sur les coûts. Les coûts sont exorbitants. Vous savez, lorsqu'un patient congolais est évacué à Douala pour faire une dialyse ou alors au Mali, mais il doit payer autour de 150 000 francs la séance. Et que le patient malien, il paye entre 5 et 10 000 francs la séance. Mais oui, ceci est fait parce que la dialyse coûte cher. Et elle doit être subventionnée au maximum. C'est la raison pour laquelle la séance de dialyse au Congo, le coût ne pourra pas dépasser 10 000 francs CFA. Et encore, avec la mise en œuvre du système de couverture sanitaire universelle, si la couverture maladie est réellement faite, le patient ne paiera pas d'argent, étant entendu que les coûts seront imposés à la caisse d'assurance maladie, qui sera donc dans un système de prépaiement. Donc, toutes les modalités sont mises en œuvre de telle sorte que les patients congolais bénéficient. Et pour cela, lorsqu'on va lancer ces centres, au cours de la première année, ce n'est pas du tout expérimental, on va quand même essayer de voir comment ça marche. Et lorsqu'on sera bien rodé, certains de nos compatriotes qui sont actuellement, on peut le dire, en exil forcé pour des raisons, bien sûr, de soins, pourront éventuellement volontairement rentrer au pays et bénéficier de ce traitement ici au Congo. Nous avons on peut dire plus de 300 compatriotes qui sont actuellement à l'étranger et qui suivent des soins de dialyse. C'est un chiffre que je donne sur la base des statistiques des gens régulièrement évacués. Or, il y a des patients qui vont en privé
qui vont, parce que la situation est urgente, ils vont en privé, et parfois ne donnent pas signe, et à partir de là, il est difficile de les incorporer. Vous allez essayer de faire un inventaire réellement, pas un inventaire, de faire un état pour savoir le nombre de patients congolais qui sont actuellement à l'extérieur, sous traitement de type dialyse. Et il y en a qui ont déjà été greffés, grâce à Dieu, qui sont sortis. Il y en a qui sont à la tête de greffe. Vous savez que la greffe, pour la faire, il faut un donneur. Or, si le don se fait à travers une race différente, il est difficile de trouver un donneur. Donc, vaut mieux la race soit proche. C'est la raison pour laquelle le développement du traitement des leçons rénales au Congo est une perspective pleine d'avenir qui va garantir à ce que nous puissions donc nous occuper du maximum de patients. J'ai envie de dire que de rappeler les 3 fonctions principales du rein, à commencer par celles que nous avons décrites largement le long de tout cet échange. On a beaucoup parlé de la fonction de filtration, la fonction d'épuration, c'est la première fonction, mais elle n'est pas seule. À côté de ça, le rein doit également réguler le volume d'eau qui se trouve dans le corps, question d'essayer de le maintenir à un niveau constant, et également réguler la composition ionique, électrolytique, donc les ions qui se trouvent dans le corps. Il y a une 3e fonction, c'est la fonction endocrinienne, c'est-à-dire le rein sécrète un certain nombre d'hormones, comme l'érythropoïétine, qui, elle, permet de stimuler la moelle osseuse pour permettre la fabrication des globules rouges. Si bien que les patients en maladie rénale avancée sont souvent en anémie. Le rein sécrète également de la rénine qui participe à la régulation de la pression artérielle. Voilà. Donc, le patient en maladie rénale avancée va présenter un certain nombre de manifestations cliniques variées, avec des conséquences variées aussi. Donc, la dialyse seule ne suffit pas à maintenir un patient en bonne santé et à permettre à ce que le patient puisse survivre le plus longtemps possible. Parce qu'au fait, le but de la dialyse, c'est de faire de telle sorte que les patients non seulement survivent, mais essaient d'avoir une qualité de vie la plus proche possible des personnes qui ne présentent pas une maladie rénale chronique terminale. Voilà. Et donc, mais la dialyse elle-même ne suffit pas. Pourquoi? Parce que le rein ne fait pas que filtrer. Le rein a également une fonction endocrinienne. Le rein sécrète également l'érythropoïétine. Donc, il faut donner à ces patients-là de l'érythropoïétine pour corriger leur anémie. Or, il s'avère que ce produit coûte très très cher. Déjà, les patients, une fois qu'ils ont payé la séance de dialyse, qui coûte déjà très cher, ils n'ont plus d'argent pour payer l'érythropoïétine. La maladie rénale avancée provoque également des troubles minéralo-osseux importants, lesquels troubles minéralo-osseux, quand ils ne sont pas traités, quand ils ne sont pas corrigés, eh bien, vont être à l'origine des calcifications vasculaires et des calcifications cardiaques. Les patients peuvent donc en mourir des complications cardiaques. Et donc, il existe un certain nombre de médicaments qui sont utilisés dans le but de corriger ces troubles-là. Il y a un problème également important, le fait que les patients sont en hypocalcémie permanente. Certains d'entre eux vont développer une hyperparathyroïdie, une augmentation de la fonction parathyroïdienne qui va être à l'origine d'une décalcification accélérée de l'os et donc ce qui va engendrer une augmentation du taux de phosphore dans le sang et du taux de calcium, ce qui expose à la fabrication des calcifications au niveau des vaisseaux et au niveau du cœur. Donc, ce sont des troubles qu'il faut corriger. Il existe également des médicaments pour contrôler, pour prévenir l'hyperparathyroïdie. Lorsque le patient ne bénéficie pas de l'ensemble de ces médicaments pour corriger ces différents troubles, il est difficile de maintenir le patient dans un état avec une qualité de vie acceptable. Et puis, il est difficile que le patient puisse, par conséquent, vivre longtemps. Donc, vous allez voir que la dialyse coûte donc très très cher, la séance coûte cher, les médicaments de la dialyse coûtent cher. Pour prendre seulement l'exemple de la France, en France, il existe à nos jours
40 000 patients dialysés. Et ces 40 000 personnes dialysées consomment près de 2% du budget global de santé de la France, alors que ces 40 000 personnes ne représentent que moins de 1% de la population française. Et une séance d'hémodialyse en France coûte aux alentours de 20 millions de francs CFA, le mois. C'est ce que coûte l'hémodialyse en France. Alors, donc partout au monde, la dialyse coûte cher. Le problème, c'est qu'il faut qu'il existe des systèmes d'assurance ou bien des systèmes de prise en charge. Le malade, à lui seul ou sa famille, sont incapables de prendre en charge la dialyse. Ils sont incapables. Pour arriver vraiment à prévenir certaines maladies, certains processus d'atteinte du rein, et la meilleure façon, c'est la prévention. Et cette prévention, c'est de systématiser. Et là, je parle pratiquement à tous les centres médicaux, à tous mes confrères médecins et même à la population. C'est-à-dire, quand une personne se présente chez le médecin, il se pourrait que le médecin n'y pense pas. Mais le malade lui-même, il peut demander au médecin, « Docteur, est-ce que vous ne pouvez pas vérifier? Est-ce que je n'ai pas de problème de rein? Est-ce que je ne peux pas savoir si j'ai une maladie de rein ?» Et dans ce cas, le médecin va donc prescrire des examens pour essayer de déterminer s'il y a un problème de rein. Comme je vous avais dit, les maladies du rein, proprement dites du rein, ne font pas mal, à part le calcul, à part l'infection urinaire. Et tout le reste, quel que soit le signe que vous avez, la fatigue, par exemple, chez les hommes, l'impuissance sexuelle peut être déjà le stade terminal d'une atteinte rénale, hormis la situation naturelle. Donc, en cas de problème sexuel, d'impuissance, de perte, par exemple, chez la femme, de la libido, de ceci, cela, il faut, le médecin doit penser, ou bien vous-même, vous pouvez demander au médecin, est-ce que mes reins fonctionnent normalement? Et pour les 2-3 examens principaux qu'il faut essayer de faire, c'est analyser les urines, voir si dans les urines, il n'y a pas l'albumine, voir si dans les urines, il n'y a pas du sang, et voir si dans le sang, la créatinine n'est pas élevée. La normale de la créatinine, c'est de 6 à 13, 14. On peut aller jusqu'à 16 ou 17 chez les sportifs, les gens costauds. Mais au-delà de 17, on peut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas du côté du rein, que le rein commence à devenir insuffisant, c'est-à-dire n'est plus capable d'assurer sa fonction. Donc, une créatinine élevée, donc une hypercréatinémie, au-delà de 17, on peut penser qu'il y a une insuffisance rénale et cela va de ces degrés. Et un taux d'albumine dans les urines au-delà de 0,30 ou bien de 2-3 croix, on peut penser qu'il y a une atteinte du rein. En dehors de l'infection, il n'y a d'albumine que par rapport à l'atteinte rénale. En dehors des règles, des menstrues chez la femme, par exemple des lésions génitales, cancer ou autres chez la femme, peut-être cancer de la prostate ou autre, et l'apparition du sang dans les urines, il faut penser donc à une atteinte rénale, une atteinte, si vous voulez, des voies urinaires. Quand une personne n'a pas uriné pendant toute une journée, si les urines sont bien fabriquées, qu'elles ne sont pas émises, donc elles sont dans la vessie, il y a nécessairement un globe, c'est-à-dire la vessie doit gonfler au-dessus de l'ombilic, il y a une boule.
Et quand vous tâtez, vous constatez que y a une boule au bas-ventre. Donc, les urines sont fabriquées, mais elles ne sont pas émises. Donc, elles sont bloquées par rapport à l'émission. Il suffit de sonder pour que ça sorte. Et si, durant toute une journée, 2 jours, une personne n'a pas uriné, s'il n'y a pas ce globe vésical, c'est que le rein n'a pas fabriqué les urines, c'est que le rein est insuffisant. Et après ça, il y a d'autres complications qui vont venir. C'est le corps qui va commencer à gonfler, que ce soit les yeux, que ce soit les jambes. Et vous vous réveillez le matin, le visage est bouffi. Il faut penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La complication ultérieure de la tension artérielle, fin des fins, la tension va abîmer les organes nobles. C'est le cerveau, c'est le cœur, c'est le rein, c'est les yeux. Donc, en cas d'hypertension artérielle, il faut régulièrement prendre vos médicaments pour être toujours à des chiffres normaux et ce qu'on appelle stabiliser la tension. Ce n'est pas guérir, mais stabiliser. On peut guérir la tension si elle vient d'une maladie. Et quand on enlève cette maladie, la tension... Mais une tension artérielle héréditaire, quand elle est là pour toujours. Et il faut maintenant stabiliser. Pour la prévention, il faut stabiliser votre diabète, stabiliser votre tension artérielle, soigner toute petite maladie, quelle que soit la maladie au niveau de l'organisme, et en plus éviter les médicaments à prendre dans la rue. On revient là, les médicaments, je ne cesserai pas de le dire, éviter les médicaments dans la rue et essayer de voir votre médecin. Et chaque fois que vous êtes malade, demandez au médecin de vérifier votre état des reins s'il n'a pas pensé. Mais c'est sûr et certain que tous les médecins, ils y pensent en prélevant, en demandant de doser la créatinine et surtout chez les femmes enceintes, vérifier l'albumine. Ça, c'est maintenant systématique. Hein. Il y a, même dans les carnets de pesée et tout, l'albumine est prescrite à tout moment de la grossesse pour craindre ce que justement je disais, les néphropathies gravidiques, les maladies de reins au cours de la grossesse. Un enfant aussi peut être en insuffisance rénale ou avoir des maladies des reins. Et le tout, c'est de vérifier un bilan. Demander une créatinine à tout examen, c'est moins cher que d'attendre l'insuffisance rénale et passer à la dialyse. Donc, nous gagnerons plus à systématiser les examens biologiques du rein, surtout la créatinine et l'albumine, ne fût-ce que ça, au cours de toute maladie. Il y a un service de néphrologie au CHU de Brazzaville et tous les médecins de la place savent qu'il y a un service de néphrologie et en cas de problème de rein, de créatinine élevée, et donc de passer au service de néphrologie. Ben, je vais conclure l'émission. Je dis aux médecins merci pour votre disponibilité. Et merci aussi aux téléspectateurs pour leur fidélité. À la prochaine.